Chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver à nouveau ce dimanche pour un nouvel épisode, que dis-je, pour un événement. Et oui, car après 7 années d'absence, Star Wars fait enfin son grand retour au cinéma. Et ouais, rien que ça. Et si la dernière expérience a été pour le moins décriée et très en deçà des standards attendus pour la saga, ce retour était donc, vous vous en doutez, extrêmement attendu. Lol. Alors, quoi ? Alors attendez, on me dit dans l'oreillette qu'en fait pas du tout. Comment ça, personne n'en a rien à faire d'un film sur le Mandalorian ? Quoi, vous me dites que le studio aurait fait le service minimum en termes de communication pour le projet parce qu'il ne croyait pas lui-même en son succès ? Alors là, vraiment, je tombe de ma chaise. Pourtant, c'est quand même Favreau à la réalisation, Filoni au scénario, des valeurs sûres. Bah visiblement pas pour Disney, qui semble bouder son propre projet et avoir décidé, avant même sa sortie, de jeter bébé Yoda avec l'eau du bain des Hutt. Et pourtant, on peut le dire, dès le départ, ça sentait pas très bon. On va se le dire, si le film est un divertissement tout à fait respectable, peut-on pour autant s'en satisfaire pour pareille licence ? Bah, je me permets d'en douter. Que ce soit d'un point de vue du scénario d'abord, qui s'apparente à un très trop long épisode de la série éponyme, ou encore des VFX un peu à la ramasse, et qui nous rappellent au passage que les productions pour le cinéma ne sont pas tout à fait du même niveau d'exigence que pour celles d'une série. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à sauver. Parce que là, sur grand écran, ça pique quand même un peu les yeux par moments. Alors oui, ok, Grogu, il est hyper mignon et mon cœur d'enfant a envie d'en acheter un jouet pour l'exposer fièrement dans mon salon. Mais franchement, on peut pas se contenter de ça, c'est Star Wars quand même. Et puis venez pas me dire que Disney n'avait pas les moyens de faire mieux. Non, soyons sérieux, 5 minutes. En fait, je pourrais énumérer un long moment tout ce qui fait que ce film n'a pas l'étoffe de la saga dont il porte le nom, mais à quoi bon ? En vrai, on s'y attendait en fait. On a perdu la magie depuis quelque temps. Depuis bien longtemps même. Il n'y a plus d'événements et c'est ça qui est navrant. Vous savez ce qui m'a le plus attristé ? C'est que la salle était à moitié vide un mercredi soir, jour de la sortie du film au cinéma. Et je trouve que ça dit tout sur ce que Disney a fait de cette saga. Ça fait un peu vieux con, j'admets, mais quand même, Star Wars, c'était vraiment mieux avant. Finalement, je comprends que Pedro Pascal se cache sous un casque pendant 95% de son temps d'écran, parce qu'à sa place, je sais pas si j'aurais vraiment envie qu'on se souvienne de moi dans un film qui va finir oublié entre le très médiocre film Solo et la désespérante série Obi-Wan. Quel putain de gâchis. Bon, maintenant, à défaut d'avoir eu le film qu'on pouvait espérer, nous au moins, on va vous tâcher de vous offrir l'épisode que vous méritez. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Bastien, comment ça va ? Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde, ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va, on se retrouve pour un merveilleux épisode, Bah, un merveilleux pour un- film, d'une licence merveilleuse, tout est merveilleux, tout est beau, tout est beau. Ah bah la licence, oui, sur le principe, la saga, on peut pas dire que c'est pas une tu nouvelle l'as très saga. bien dit dans ton édito, ça fait longtemps maintenant, mine de rien, que ça fait longtemps que la licence, elle est plus merveilleuse. Ah bah clairement, on va avoir largement l'occasion d'y revenir. Vous l'avez compris, on va parler de The Mandalorian et Grogu, réalisé par Jon Favreau, avec au scénario Jon Favreau, Dave Filoni et encore Noah Clore. Ils étaient quand même 3 à l'écrire ce film. J'en dirai quelques mots sur ça tout à l'heure. À la musique, on retrouve Ludwig Göransson, qui était déjà présent dans la série éponyme The Mandalorian. Le film est sorti en France le 20 mai 2026, donc ce mercredi au moment où on enregistre et au moment où l'épisode sort. Il dure 132 minutes et il a été fait, accrochez-vous bien, avec un budget d'environ 165 millions de dollars. Et j'avoue être un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu ça parce que franchement ça se voit pas. Non. On va pas se mentir. Pour l'instant, évidemment, je n'ai pas de box-office, mais j'avais déjà fait ça pour un film récemment sorti en salle. Je me suis amusé à aller voir le score Metacritic qui s'élève, tenez-vous bien, à 54 sur 100, donc 5,4 pour la presse. Un succès extraordinaire. Extraordinaire donc. C'est quand même triste quand tu vois la série, le succès qu'elle avait eu à l'époque.
Mais totalement, la série était plutôt reconnue pour ses qualités. J'en parlerai un petit peu de la série tout à l'heure. Au casting, on retrouve donc Pedro Pascal, qui est un acteur très en vue ces dernières années. On l'a notamment vu dans la série The Last of Us, dans Narcos, dans Game of Thrones, et évidemment dans The Mandalorian, même si c'est une série dans laquelle ça pourrait être un autre acteur qu'on ne le saurait pas, puisqu'on ne le voit jamais à l'écran quasiment. C'est tout le concept, hein, évidemment. Bien sûr, et sache qu'en plus, lui, il interprète, il prête sa voix, mais tu as une deuxième doublure qui fait les pauses un peu Far West, ce genre de choses, et tu as la doublure cascade en plus. Donc il y a vraiment 3 personnes en fait qui se partagent le casque. Exactement. On retrouve également Sigourney Weaver, qu'on a vu dans Aliens, Ghostbusters ou encore Avatar plus récemment. On retrouve Jeremy Allen White, qu'on a vu dans The Bear, notamment, qui est une série que j'ai très envie de découvrir. On m'en a dit beaucoup de bien. Je crois que tu l'as vu, toi, The Bear ? Alors, j'ai pas vu la dernière saison. Là, j'ai vu que la série avait été annulée, que Disney+ avait diffusé un épisode écrit par John Bertal et un des 2 autres acteurs qui jouent pour le coup la chose dans Les 4 Fantastiques. Tout à fait. Et ils ont sorti un espèce de, je sais pas si c'est vraiment un court-métrage ou un épisode un peu plus long que d'habitude autour de ça. Et là, la dernière saison sera la dernière du coup, puisque la série a été effectivement annulée. Mais Jeremy Allen White, c'est avant tout Lip dans la série Shameless version US. J'allais y venir. Autant pour moi. Non, mais c'est effectivement, on l'a aussi vu dans Shameless. Une série qui a eu un certain succès, on peut le dire. Hein. Ça a été, on était un peu dans la vibe des. C'était un peu. Je pense pas trop dire de conneries en disant que moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque. C'est Skins qui avait vraiment lancé toute cette vibe de série anglaise. Il y a eu Shameless aussi à peu près à la même époque, version UK, version anglaise. Et les États-Unis ont évidemment adapté les 2 versions américaines. Autant la série américaine de Skins a été vite jetée aux oubliettes. Clairement, ouais. Autant Shameless a perduré sur 11 saisons et a fini, je crois, post-Covid. Ouais, et puis c'est cool, Shameless. Moi, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu une partie. J'ai tout maté l'année dernière. Moi, je passe toujours des bons moments quand je suis devant les épisodes. C'est très sympa, très en dessous au niveau après la saison 9. Mais bon, là, on va pas faire un épisode sur Shameless, donc je vais pas m'avancer, mais je pourrais en parler. Dernier nom que je voulais citer, c'est Steve Bloom, qui est un comédien dont on connaît la voix, puisqu'il a notamment une voix dans Star Wars Rebels, dans God of War, et je savais que ça te plairait. Incroyable. C'est la voix de Ares dans God of War, ou encore la voix de Sub-Zero dans Mortal Kombat. Et voilà, donc je trouvais ça chouette de citer un comédien de doublage, parce que c'est pas des comédiens qu'on cite souvent. On précise qu'on a vu le film ensemble, une fois n'est pas coutume, qu'on l'a vu donc en version originale. On n'a pas pu en parler, une fois n'est pas coutume. Bah oui, parce que c'est toujours le problème quand on regarde des films pour le podcast, c'est que nos trajets en retour sont très gênants, parce qu'on ne peut pas parler. Absolument. Donc je l'ai dit, le film est sorti le 20 mai, et pour l'instant, j'ai pas de chiffres sur la fréquentation, c'est trop tôt, on enregistre le samedi, on va pas vous mentir. Donc je n'ai aucun chiffre, mais j'ai pas l'impression qu'il aura... Non, mais clairement, je l'ai un peu dit dans l'édito. Le film déjà subit un truc très étonnant, c'est qu'il y a extrêmement peu de communication. En France, en tout cas, on n'a pas vu Pedro Pascal faire le tour des plateaux comme on a pu le voir. On a pu voir plein de comédiens le faire pour tout un tas de projets. Là, clairement, il y a un silence radio autour de ça. Et généralement, on le sait, c'est le signe que le studio ne croit pas dans le projet qu'il a financé. Et alors à la fois quand je vois le résultat je comprends un peu, mais en même temps si tu communiques pas t'es sûr que ça marche pas quoi. Moi je suis toujours un peu surpris de ça, que les studios refusent de faire la communication de projets qu'ils ont portés. C'est ça, puis après on est encore loin de ce que Warner Bros avait fait avec le projet Bad Girl, où ils ont carrément tourné, monté et pas diffusé et tout brûlé du film, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de bande-annonce, rien du tout. Et pour ce qui est du Mandalorian and Grogu, sache qu'il y a quand même eu un fan event avant-première au Grand Rex le 5 mai 2026. Et les acteurs et l'équipe étaient quand même sur place. Mais c'est vrai qu'on en a très peu entendu parler, contrairement à d'autres avant-premières de films tout aussi attendus et de grosses sagas où effectivement tu sais que c'est au Grand Rex, tu sais qu'il y a tout ça, etc. Oui, puis généralement il y a quand même une tournée média. Et en fait, alors c'est pire que ça, c'est qu'il y avait que les premières minutes qui avaient été diffusées du film. Ouais, mais voilà, c'était vraiment un fan event pour dire regardez, il y a ça. C'est quand même très étonnant. Moi, je veux dire, on a vu en France médiatiquement, je
je cite cette émission parce que souvent c'est un passage obligé des comédiens quand ils font de la promo en France, c'est quotidien, qui a l'habitude de recevoir des acteurs ou des metteurs en scène américains pour faire la promo des films. Là, clairement, ça n'a pas été le cas. Et je répète, il y a très peu de communication autour. Et je vais raconter une toute petite anecdote. Quand je suis retourné au cinéma après pour voir La La Land, et j'y suis allé cette semaine. Et vous savez que quand il y a des gros films, parfois on a le droit à des petits produits dérivés qui ont un temps limité, et notamment les distributeurs, les sauts de popcorn. Et quand le dernier film Mario est sorti, il y a eu tout un truc autour du saut de popcorn Yoshi que tout le monde voulait, qu'on trouvait nulle part, et qui est revendu à des prix absolument aberrants. Et bien là, je suis allé et il y avait tous les sauts de popcorn de gros goût, les 2 versions, et il y en avait une palanquée, alors que le film était sorti depuis un peu plus de 2 jours. Donc ça montre quand même qu'il n'y a pas d'attente, quoi. Il n'y a que les cinémas qui étaient à fond dedans. Regarde, quand on a été voir le film le jour de la sortie, la serveuse, quand on a pris la bouteille d'eau, elle était déguisée en Jedi. Mais ouais, c'est vrai. Mais il y a vraiment le sentiment que c'est un film presque qui sort dans la confidentialité, ce qui est déjà un premier problème quand on est Star Wars, quoi. Mais c'est ce que tu disais dans ton édito, il y a plus d'événements. On l'avait déjà un peu dit à l'époque avec Star Wars 8, il n'y a plus d'événements Star Wars. Là, regarde, il y a eu des projets même sur Disney+, qui normalement devraient te tiquer un peu. La série sur Dark Maul pour conclure un peu son histoire. Il y a la deuxième saison, il y a la nouvelle saison de Andor, je crois, qui doit arriver, ou un truc comme ça, qui sera la dernière. C'est pas fini, Andor ? J'ai un doute. Bon, bref, en tout cas, il y a eu quand même des projets assez cool sur le papier, mais c'est ce qu'on disait dans Star Wars 8. Disney a tué l'événementiel de Star Wars, ce qui est quand même plus qu'un premier problème, c'est le plus gros problème. Alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que là, pour le coup, on a reproché à Star Wars d'avoir accumulé les sorties ciné tous les 2 ans pendant longtemps. Là, il y a eu quand même 7 ans. Le dernier film, c'est 2019. Alors, c'est une catastrophe, le dernier film, c'est l'ascension des Skywalker. Donc voilà, Star Wars 9, paix à son âme, et à tous les gens qui ont travaillé dessus. Mais franchement, il y avait quand même de quoi faire là, parce que 7 ans, t'as le temps de recréer une attente, et en fait c'est pas le cas. Encore une fois, moi je me souviens avoir appris l'existence de ce film en voyant une bande-annonce au cinéma et en me disant ah bon, il y a ça qui sort dans 2 mois. J'en avais même pas entendu parler, quoi. Alors après, je sais pas si ça peut expliquer aussi ça, mais il faut savoir que le film à l'origine, tu vas me dire, t'allais peut-être le dire après, c'était censé être à l'origine la saison 4 de la série, mais la grève de tout ce qui était scénariste et compagnie en 2023 en fait a ralenti le développement, et finalement il a été décidé avec Favreau et Filoni de restructurer l'histoire en film ciné, ce qui participe forcément à l'aspect long épisode qu'on a ressenti tous les deux, hein. On est d'accord. Alors quelques infos quand même sur la production. D'abord, effectivement, le film vient conclure The Mandalorian. C'est en tout cas comme ça que Favreau l'a expliqué. Lui, c'est l'aboutissement de cette année de travail dans l'univers Star Wars avec la série qui a démarré en 2019. On a un film qui a quand même été tourné pour de l'IMAX. Nous, on l'a pas vu en IMAX, on précise, donc peut-être que ça a aussi un effet sur notre vision. Il y avait une volonté de passer un cap, force est d'admettre que le cap, ils l'ont pas passé, et que ça n'a pas fonctionné. Après, d'un point de vue technique, notez que le fameux Grogu, qui est quand même le personnage principal de la saga, en tout cas celui qui a le plus de regard. C'est la mascotte. C'est la mascotte, puis c'est un effet marketing exceptionnel. Alors Lucasfilm a reconnu que quand la série est sortie, il ne s'attendait pas à ce que ce personnage ait une telle ampleur. Mais ce que je peux comprendre, moi, franchement au début, moi aussi, je vais dire 2 mots de la série dans 2 minutes, mais je m'attendais pas à ce qu'on parle autant de ce personnage-là. Il y a quand même un truc qu'ils ont assumé jusqu'au bout, qui était le cas en série, qui est le cas ici, c'est que c'est essentiellement un animatronique. Absolument. Il y a quasiment que ça. Il y a quelques effets de CGI qui viennent le compléter, mais globalement, il y a une volonté de créer un truc artisanal. Là aussi, on peut en parler. Moi, je trouve que à la fois, ça donne son cachet au personnage, mais franchement, on y croit zéro, quoi, parce que c'est le seul animatronique. Il est entouré que de personnages, en tout cas pour les Hutt, etc., qui sont full CGI 3D. Et du coup, je trouve que ça s'insère mal. Il y a un côté, on a l'impression qu'ils vivent pas au même niveau. Et je trouve un peu dommage, comme je l'avais dit exactement pour Star Wars 8, avec la marionnette de Yoda, même si celle-ci de Grogu, elle est quand même plus fine parce qu'elle est beaucoup plus récente. Mais voilà, il y a une volonté en tout cas de maintenir un peu cette
cette idée de poursuivre le travail qui a été fait dans la série. Et c'est vrai qu'on peut reconnaître ça au film. Il n'y a pas de rupture entre la série et le film. Et donc, justement, quand même, la série, j'en dis quelques mots. Déjà, je reconnais, moi, je n'ai pas vu toute la série. J'ai vu la saison 1 et la moitié de la saison 2. J'ai voulu voir jusqu'à la fin avant le film et j'ai pas eu le temps. C'est une série qui est plutôt agréable. Je pense que bien tout le monde est d'accord là-dessus. En plus, je sais pas si ça n'a pas été la première série Star Wars développée après l'ascension des Skywalker. Oui, je crois que c'est la première qui a été développée par Disney. Ouais. La première série live action. Voilà, et effectivement, tu avais le retour d'un des patrons, parce que Jon Favreau, c'est quand même lui qui a créé Iron Man au cinéma pour le MCU, donc je pense qu'il est dans les petits papiers de Disney. Donc vraiment, c'était très attendu, et à la fois, il y avait vraiment ce sentiment d'événement, de curiosité. Totalement. De se dire, oh là, c'est le premier format comme ça qu'on verra de Star Wars. Qu'est-ce que ça va donner? C'est Jon Favreau, ça va pas parler de choses qu'on connaît, mais il y aura forcément des clins d'œil, puisque ça se passe entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Tu te dis, mais on va suivre des personnages qu'on ne connaît pas. Oui, tout à fait. Et puis il y avait une attente. Et la saison 1, franchement, répond très positivement à ces attentes. Ouais, et puis il y avait à l'époque aussi un aspect technique intéressant, puisque c'est une des premières séries qui a utilisé les fameux immenses écrans LED qui remplacent les fonds verts avec de la projection de décors en temps réel sur des écrans. Oui, c'est les écrans The Volume. Voilà, avec l'utilisation de Unreal Engine pour créer du décor, ce qui, d'un point de vue de la lumière et tout, a un rendu assez intéressant. Alors, pour l'anecdote, moi j'ai regardé la série vraiment là pour préparer la vision du film, même si j'ai pas été au bout. Franchement, la saison 1 et de ce que j'ai vu de la 2, c'est sympa, mais pour le coup, la saison 1, tu vois que la techno des écrans, elle a déjà évolué. Parce qu'il y a vraiment des séquences où tu vois qu'il est devant un écran. Après, maintenant, chose qu'on ne voyait pas à l'époque. Non, bien sûr, mais après, toi, tu es très sensible à ces trucs-là. Moi, c'est vrai que je suis pas sûr que je le verrai. Mais je trouve ça intéressant de voir que cette techno, elle a déjà évolué en 7 ans. Bien sûr. Et ça a quand même révolutionné un peu l'industrie. C'est comme tout. Mais de toute façon, si on va sur les côtés VFX, je me permets, puisque là, la porte est toute ouverte, le film The Mandalorian ne fait que continuer à faire peur pour les VFX au cinéma, pour les blockbusters, notamment, j'allais dire hollywoodiens, mais notamment les blockbusters de Disney, donc Marvel, Star Wars, toutes ces choses-là. Là, dernièrement, il y a eu une énorme crise dans les VFX, je ne sais pas si tu es au courant. Ouais. Donc, Disney a licencié énormément de personnes. Les artistes VFX, en fait, n'étaient pas protégés à l'époque, et puis finalement ils le sont devenus, mais ça a quand même merdé parce qu'il y a l'utilisation de l'IA qui est de plus en plus mise en avant, et du coup ça se sent, mais ça se sent déjà depuis pas mal d'années, que ce soit au cinéma ou dans les séries. Marvel, regarde, depuis Endgame, il y a une fatigue au niveau des effets visuels, c'est triste, et là je pense que j'en parle parce que je pense que c'est ça qui participe aussi à ce que tu as pu ressentir sur le paradoxe, dirons-nous, ce que tu as pu ressentir sur le paradoxe entre l'effet pratique gros goût et la moitié, les 95% restants en CGI. Effectivement, puis parce que les CGI ne sont pas excellents, ils sont pas beaux, je suis désolé. Clairement. Les Hoth, on dirait des crottes. Oui, non, mais vraiment. Non, et en fait, tu vois ça et tu te dis, mais putain, quand tu repenses à Jabba dans l'épisode 6, tu fais, mais où c'est passé en fait? Et oui. Alors après, je sais bien, avec une marionnette comme Jabba, tu pouvais peut-être pas faire ce qu'il voulait faire pour le film, mais quand même, il y a un juste milieu, je pense. Non, puis Star Wars, c'est quand même le laboratoire des CGI depuis des années. Jabba, c'est un très bon exemple. Ça a été un animatronique qui, dans les rééditions, ont été remplacés par un truc full 3D. George Lucas est revenu sur la version animatronique améliorée, donc il y a eu plein de versions. Ça, c'est la patte de George Lucas de refaire. Il apparaît dans l'épisode 4, c'est ça. Et au départ, c'était pas une grosse limace, si je dis pas de conneries. Oui, alors il y a eu d'abord un acteur, ensuite il y a eu une limace version animatronique bizarre, ensuite il y a eu des CGI qui vraiment marchaient pas, et ensuite ça c'est la folie de George Lucas qui revient sur ses propres films. Un épisode de South Park l'a très bien montré. Moi, je fais une parenthèse là-dessus, on le critique beaucoup là-dessus, mais en même temps, il est maître de son œuvre. Moi, je trouve ça pas inintéressant qu'un mec se dise j'ai fait une œuvre, en fait mon œuvre elle s'arrête quand j'ai décidé. Et le fait qu'il réédite, moi ce qui me pose problème, c'est qu'il supprime les éditions précédentes. A priori tu dois laisser le choix au public. Il n'empêche que il a fait évoluer ses CGI, et c'est vrai que quand tu vois là ce qu'ils ont fait,
j'adorerais entendre l'avis de George Lucas sur le sujet. Je pense que depuis qu'il a vendu la franchise, il s'en bat un peu les couilles. Oui, mais il s'en fiche beaucoup. Tu vois, une discussion informelle avec lui, dire bon, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que ça le fait marrer. Mais je suis même, oui, il doit bien se marrer, mais voilà. Après, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que l'œuvre lui appartient, machin, parce que t'as toujours un peu ce débat t'as beaucoup d'artistes qui, quand ils créent des choses, que ce soit des films, des séries, des peintures, des trucs, qui disent en fait, une fois qu'elle est créée, mon œuvre ne m'appartient plus, elle appartient au public. Oui. Et du coup, il y a un peu ce débat qui peut se créer. Donc c'est marrant que tu aies dit ça. Ça m'a fait penser à ça. Non, mais t'as raison, c'est un vieux débat artistique. Puis on en avait un peu parlé sur Sinners aussi, oui, avec le contrat qu'a signé Ryan Coogler. Mais pour le coup, Lucas, lui, il a toujours assumé ça. C'est ses films, c'est sa paternité. Depuis qu'il a vendu, il a jamais rien dit. Mais en tout cas, ouvertement. N'empêche, quand tu repenses aux photos de la signature du contrat avec le Mickey et Lucas qui est là, qui fait je crois que j'ai vendu mon âme au diable. C'est totalement. Bon, du coup, on l'a un peu dit, mais qu'est-ce que toi t'attendais de ce film ? Est-ce que tu avais des attentes ? Parce que toi, par exemple, si on se compare tous les deux, tu avais vraiment vu la série. Oui, j'avais regardé la série. Est-ce que tu avais plus d'attentes et quel a été ton avis, même si j'ai une vague idée ? Oui. De toute façon, c'est vrai qu'on s'est pas donné notre avis directement en sortant du film, mais. Je veux dire, des fois on s'entend même. Voilà, on s'est vu, on était côte à côte, et puis on se connaît assez pour. On est comme un vieux couple, on se regarde, on se comprend. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, le fait est que je n'avais absolument aucune attente sur ce film parce que il y a pas eu de hype de créer. Alors est-ce que c'est un choix pour dire on va voir si les gens ont envie d'aller le voir ? Je suis pas certain. Je pense qu'il comptait sur justement le fait que le Mandalorian est quand même une série qui a compté. Dans toutes les bouses qui nous ont pondu dans cet univers sur Disney+, et j'englobe Marvel dans le tas. Petite pensée pour le livre de Boba Fett. Putain. Je savais que ça ferait plaisir de repenser. Ah la vache, le livre de Boba Fett qui s'insère entre la saison 2 et la saison 3 de The Mandalorian. Donc, normalement, il faudrait voir des épisodes du livre de Boba Fett pour voir tout le Mandalorian. Et moi, j'ai tout maté, moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis fait tout Star Wars en chronologique et j'ai maté The Mandalorian, saison 1, saison 2, j'ai maté Boba Fett, alors que tout le monde m'avait dit ne fais pas ça, Bastien. Après, il s'étonne d'être fatigué. Mais non, ça, mais il s'impose des choses. Vous voyez les sacrifices qu'il fait pour ce podcast, quand même. Non, mais c'est terrifiant. Et vraiment, non, j'avais pas d'attente pour le film. La série, je vais quand même en parler un petit peu de mon côté, j'avais beaucoup aimé. Pour le coup, c'est vrai que c'était très appréciable. Boba Fett, c'est de la merde, mais les seuls épisodes qui valent le coup, c'est celui où le Mandalorian est là. C'est quand même vachement triste pour une série. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Boba Fett. Recentre tes idées, Bastien. Mais disons que voilà, j'avais beaucoup aimé la série, mais là, quand on a dit qu'on allait voir le film et qu'on allait le faire, je me dis mais merde, j'ai aucun souvenir, je sais même plus si j'ai vu la saison 3. Parce qu'en fait, la saison 1 est très marquante, car très différente, car comme je l'ai dit tout à l'heure, nouveau personnage, nouvelle histoire, dans un univers qu'on connaît, forcément il y a des petits clins d'œil à droite à gauche, mais c'est pas appuyé, c'est juste mis là, c'est très bien géré, c'est très équilibré. Saison 2, on plonge dans le fanservice total, c'est appréciable, parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore trop démocratisé dans ce qu'ils faisaient sur Disney+. J'ai aucun souvenir de la saison 3. Voilà, je le dis, j'ai regardé un résumé, je fais ah ouais, c'est vrai, je crois que j'ai dû voir ça. Ça me dit quelque chose. Maintenant, pour le film, voilà, je n'avais pas d'attente, comme je l'ai dit, et pour mon avis, en fait, je dis toujours, ouais, mais il y a des films, quand tu les vois, selon le mood dans lequel tu es, eh ben, tu peux peut-être plus ou moins l'apprécier que ton avis vrai. Et bon, là, en l'occurrence, j'étais dans un mood un peu fatigué, un peu sur les nerfs. Je me suis dit, bon, vas-y, dans le pire des cas, je vais éteindre le cerveau. Et puis, ça passera. C'est Star Wars. Je veux dire, à quel point je peux me faire yège devant Star Wars. Ça ne sera pas du niveau de Boba Fett ou du niveau de Obi-Wan. Bon. Le fait est que j'ai vite déjanté, que c'était long, c'était poussif. Et pourtant j'avais de l'espoir parce que la scène d'intro est très cool, et là pour le coup tu retrouvais un peu ce qui faisait l'ADN du Mandalorian, de la série, donc j'étais très content. Mais plus le film avance et plus ça, et réellement les CGI, mon Dieu, mais que c'est laid. Je suis désolé, on dirait des gros caca, les hottes. Je le redis, j'en ai rien à foutre. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je m'en fiche. On dirait des espèces d'étrons immondes. Je suis désolé. Je suis obligé de baisser le volume de son micro. Pardon. Non, mais voilà. Et j'étais très content de voir Jeremy White Allen parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Puis alors en plus, tu vois, on l'a cité dans les séries dans lesquelles on l'a connu et voilà. Mais il a quand même joué, je crois, Bruce Springsteen dans le biopic qui est sorti il y a quelques temps. Biopic qui a
pas trop fonctionné, mais bon, on s'en fout. Mais le fait est que voilà, c'est un acteur que j'aime bien, quoi. Et bah là, du coup, tu ne le vois pas puisqu'il double le personnage de Rota le Hutt. Rota. Et le fait est que c'est moche. Et même sans ça, l'histoire de Rota le Hutt, elle est nulle. Je suis désolé. Il passe toutes ces scènes à dire oui, mais je ne suis pas comme mon père Jabba. D'accord, une fois. Bon, alors tu veux pas que je te libère ? Si, mais je vais payer ma dette parce que je ne serai pas comme mon père Jabba. D'accord, ok, super. Plus loin. C'est un bon résumé. Plus loin. Bon, merci de m'avoir libéré. Hein. Mais promis, je serai pas comme mon père Jabba. Mais on a compris. Pourquoi les seuls dialogues qu'il a, c'est de dire qu'il est pas comme son père, sans déconner. Mais on a compris. C'est bon. Non, mais il y a aucun respect, quoi. Je trouve que c'est nul. C'est nul. C'est chiant. C'est pas épique. Et t'as l'impression, je dirais même plus qu'un épisode long, t'as l'impression de voir 2 épisodes côte à côte, parce qu'effectivement le film il est scindé en 2. C'est vraiment The Mandalorian puis Grogu, c'est tout. Ouais. Et voilà. Et alors j'avoue que voilà, Grogu c'était quand moi je suis très attaché aux effets pratiques, donc j'ai beaucoup aimé le voir. J'ai pas du tout ressenti ce paradoxe dont tu parlais tout à l'heure, et j'étais très content. Et aussi quand même point positif, j'ai beaucoup aimé la BO que je trouve très bien mais très mal utilisée. Parce que quand il arrive sur la planète pour Rota, il y a une espèce de, comment dirais-je, de musique un peu boîte de nuit qui est un peu surprenante quand même dans l'univers Star Wars, mais qui est adaptée au ton du film, au ton de la série. Et je trouve que ça marche super bien quand il arrive sur la planète, machin. Et la musique, elle est réutilisée tout le temps dans des scènes qui n'apportent... Et en fait, ça ne raconte plus rien. Et je trouve que c'est très dommage parce que la musique est pas mal, mais à la fin, j'étais en mode, bah merde, je l'ai bien aimé, puis là, en fait, elle me saoule. Donc voilà, et puis non, sinon il y a pas de surprise. Est-ce que vraiment maintenant, au-delà de l'événementiel, il y a des surprises dans les Star Wars ? Pas sûr. Donc je suis... En fait, je crois que maintenant, on dit souvent ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Bah moi, ça rentre par un œil, ça ressort par l'autre. Hein. Très honnêtement, j'en ai un peu plus rien à foutre de Star Wars. Encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir été un fan hardcore de cette saga, mais c'est une saga que j'ai toujours appréciée quand même, que j'ai appris en plus à aimer de plus en plus, hein, notamment via Emmerich. Et au final, voilà, c'est chiant. Et toi, du coup ? Alors pour le coup, moi j'avais pas d'attente parce que j'avais pas vu la série, parce que moi les séries Star Wars, la seule que j'ai attendue toute ma vie c'était Obi-Wan qui devait être un film et que j'ai binge-watché et que coup dur pour j'ai Guillaume. été extrêmement déçu parce qu'on peut pas faire ça de ce personnage-là et on peut pas faire ça d'Ewan McGregor, c'est un sacrilège. Donc franchement... J'allais réagir, on n'est pas là pour parler d'Obi-Wan. Non mais voilà, du coup je me suis dit bon je vais quand même regarder la série et je te rejoins, la saison 1 est très cool à regarder, ça fonctionne bien. Maintenant, pour moi déjà la série elle a un truc qui me frappe, mais c'est logique dans une série, c'est hyper répétitif. C'est-à-dire que c'est toujours le même schéma d'épisode, ça fonctionne toujours de la même manière, il arrive à un endroit, il lui donne une mission, il le fait, il repart. Et il y a un peu ce truc, et je trouve que c'est encore plus accentué dans la première partie de la saison 2 que j'ai vue, même s'il y a un fil rouge, hein, je dis pas, mais il y a quand même un gimmick qui revient en permanence. Et donc je m'étais dit, au cinéma, ils vont devoir casser ça, puisque tu passes d'un format entre 35 et 45 minutes à devoir faire un film de 2 heures, plus de 2 heures, je l'ai dit, genre combien ? 2h12. Donc il va falloir faire autre chose. Là où tu as dit un truc où je te rejoins à 100%, c'est que en fait, tu as raison, c'est 2 épisodes collés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un arc Grogu, un arc Mandalorian, et il y a quasiment pas de lien entre les deux. Et du coup, ça donne un sentiment de c'est pas un film, c'est clairement des épisodes d'une série que on vous a demandé de mettre sur un grand écran. Et effectivement, moi je sors de là en me disant, j'ai pas passé un moment horrible. Mais c'est chiant, je vais avoir oublié ce film alors pas dans 2 jours parce qu'on a un podcast à faire, mais globalement... J'en étais pas loin. Non mais moi aussi, c'est-à-dire que c'est un film qui ne restera pas, si ce n'est pour le niveau des VFX qui est vraiment dramatique pour un truc avec ce budget fait par Disney dans cet univers-là, on n'a pas le droit de faire des CGI aussi moches. Et je te rejoins. Ce qui fait que moi, Grogu, ça me tire l'œil, c'est pas parce que Grogu, il est pas bien, c'est parce que tout le reste autour est dégueulasse. Ouais, donc du coup, lui, à côté, il a l'air d'être pas dans le même plan que les autres. L'intérêt des CGI qui se veulent réalistes et ce qui a explosé ces dernières années, notamment à l'époque où Marvel le faisait très bien, c'est que
les CGI se confondaient avec la réalité. Je vais pas dire que c'est ultra réaliste, mais quand même ça marchait bien. Il crédibilisait l'univers. Clairement, là, non, c'est vraiment pas beau. On a clairement des CGI qui sont mal faites, et puis on a un problème de rythme. Alors l'intro du film, c'est pas mal, c'est marrant parce que en voyant ça, je me suis souvenu de la déclaration, je crois que c'est Brad Pitt qui a dit ça il y a pas longtemps, il dit aujourd'hui quand on construit des films, il faut commencer par faire une scène d'action parce que sinon le spectateur regarde pas le film. Je sais pas si c'était lui ou Matt Damon qui avait dit ça pour le film Netflix qu'il a fait avec Ben Affleck. Tu as raison, c'est Matt Damon, autant pour moi. Et en voyant ça, j'ai pensé à ça. J'ai un doute en plus. Et je me suis dit, mais en fait, oui. Enfin, clairement, là, on est là-dedans. C'est-à-dire, il faut choper le spectateur avec tout de suite, on est dans l'action. Ouais. Et à la limite, pourquoi pas ? Mais derrière, c'est très mal structuré. En fait, il y a plein de petits arcs qui se terminent. Franchement, je vais en raconter l'histoire tout à l'heure, mais ouais, c'est pas bien imbriqué en fait, les éléments. C'est vraiment, on envoie le personnage, il est à tel endroit, on l'envoie là-bas, il revient ici, il repasse par là. Il y a vraiment un truc de, c'est une boucle. Et tu sais quoi, ça m'a en y réfléchissant quand j'écrivais l'édito hier, je me disais, en fait, ce film, c'est une boucle de gameplay d'un jeu vidéo. C'est-à-dire, la mission 1, machin te dit d'aller là-bas, t'y vas, tu fais ta mission, tu reviens, on te donne la suite. Et vraiment, je trouve que ce film, c'est ça, avec 3-4 arcs différents. Bien sûr. Alors après, pour ce qui est de l'aspect un peu sériel de ce que tu décris, au-delà du fait que c'est normal parce que c'est une série machin, c'est le personnage qui veut ça. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qui se faisait avec des séries comme Buffy, Supernatural, Charmed. T'avais le méchant de la semaine, bon bah là t'as la mission de la semaine. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le seul problème, c'est que, je crois, je dis pas de conneries, que The Mandalorian avait été dispo, je dis peut-être une connerie, avait été dispo en binge-watching à l'époque. Il me semble, ouais. J'ai un doute. Et il me semble qu'en tout cas, la saison 1, mais oui. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si c'était pas le cas, toi, quand tu regardes ça en binge-watching, là, tu te dis, putain, mais attends, il fait la même chose tous les épisodes, en fait, le type. Mais c'est ça. Et ce que tu dis est très vrai sur les séries, mais avec tout le bien que moi, je pense de ces séries-là, même si j'ai pas le même amour que toi pour Buffy, mais moi, j'ai toujours aimé ces séries-là avec des gimmicks. Mais c'est quand même un truc qui est très ancré dans les séries d'il y a 20 ans, quoi. Aujourd'hui, les séries, ce qui a fait l'évolution des séries ces dernières années, c'est le storytelling, c'est la continuité, c'est les cliffhangers en fin d'épisode pour aller... Tu vois, c'est le narratif, c'est la tâche de fond, j'ai envie de dire, le fil rouge. Et je trouve que cette série, elle est revenue à un format plus classique. Alors, encore une fois, c'est efficace et on va pas faire 2 heures sur la série. Mais quand tu passes au cinéma, tu peux pas reprendre ça. Encore une fois, ça nécessite... On en a déjà parlé quand on a parlé de Kaamelott. Il y a un travail d'adaptation à faire. Et c'est un des problèmes de Kaamelott par ailleurs, on l'avait très bien dit pour le premier volet. Tu peux pas venir et prendre ton matériel de base et le foutre sur un grand écran. C'est pas ça la transition vers le cinéma. Et à mon sens, le film se rate totalement là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour la citation exacte à laquelle tu pensais, en fait, à part de ce que je viens de trouver, ce serait plutôt Christopher McQuarrie, le réalisateur des derniers Missions Impossibles, qui disait « You have to grab the audience in the first minutes. If you don't, you've lost them ». C'est exactement ce que tu disais, mais en VO. On a totalement raté les gens qui l'avaient dit. Non, mais parce qu'en fait, Matt Damon avait dit quelque chose sur Netflix qui m'a fait penser à ça. C'est pas exactement ça, je crois qu'il parlait du fait que Netflix leur imposait aux créateurs de toujours rappeler l'intrigue après des scènes d'action, parce que sinon les gens oublient pour eux. Parce que Netflix est complètement conscient qu'aujourd'hui, les gens qui consomment Netflix sont ceux qui sont sur leur téléphone en même temps. C'est ça que disait Matt Damon. Donc on est encore sur un autre débat, autant pour nous. Mais voilà. Mais après, cette phrase-là, Christopher McQuarrie, c'est pas le seul à le dire. Non, mais bien sûr. Dans les films d'action, les Spielberg, les James Bond, il y a toujours ce côté où il faut que le premier élément chope le spectateur tout de suite. Tout à fait, je suis d'accord. Avant de passer au film, un mot sur la musique, t'en as parlé. Moi, j'ai eu un moment de musique où je me suis dit ça me fait quelque chose. La première apparition de Grogu, il y a une reprise très légère du thème de Yoda dans la saga originale. Il y a vraiment quelques notes. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est bien. Je fais une parenthèse là-dessus parce que, en fait, Star Wars, c'est une saga gigantesque, c'est un univers gigantesque. On sait tout de Star Wars. Il y a un truc qu'on ne sait pas et qu'on ne saura sans doute jamais, puisque même cette série ne nous le donne pas, et je trouve pas ça si mal. On ne connaît pas la race de Yoda. On ne sait pas, on ne la connaît pas. On ne connaît pas le nom de la race, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi ils sont puissants. Et Grogu, on ne sait pas d'où il vient. On nous raconte, on sait qu'on doit le protéger, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça m'a fait quelque chose de me dire, putain, tu reprends cette musique, tu évoques un peu ça. Le mystère autour de Yoda, il est génial parce que c'est un des personnages principaux de la saga. Et on ne sait rien de lui. Et j'avais peur, moi, quand j'ai commencé la série, à ce qu'on me raconte trop de trucs sur Grogu. Et en fait, c'est pas le cas. Et le film non plus. Et j'aime bien ce truc de...
il est fort, on sait pas pourquoi, et c'est cool. Absolument, je te rejoins complètement. Pour le coup, c'est peut-être le seul mystère que j'ai pas envie de percer. On est d'accord. Quand je regarde un truc. Bon, on va passer quand même au film parce qu'on a beaucoup discuté, mais on n'a pas beaucoup avancé sur le scénario. Bon, en même temps, le scénario. Ça va aller relativement vite, vous allez voir. Donc, le film suit notre chasseur de primes préféré, le Mandalorian, et Grogu. Ils sont, comme dans la série, en chasse de tous les guerriers impériaux, puisqu'ils travaillent pour la Nouvelle République. Donc, ils essayent en gros de chercher les anciens impériaux. C'est clairement on cherche les anciens nazis, quoi. C'est la logique, c'est vrai. Non, mais clairement, c'est ça. Il fallait aller en Argentine. Non, mais c'est totalement ça. Moi, ça serait réglé depuis longtemps. Donc, on suit une première phase où ils réussissent à choper un groupuscule ridicule au passage qui fait une réunion secrète très nulle. Et d'ailleurs, l'impérial, je te l'ai dit pendant la séance, je suis désolé, on aurait dit Dieudonné. Je ne voyais que ça. Et alors attention, je dis pas ça en mal. J'ai aucun réel avis sur Dieudonné. Je connais pas assez ses spectacles, etc. Et je m'en fous un peu de ces polémiques. Mais par contre, le fait est que physiquement, j'ai fait, mais ils sont en train de chasser Dieudonné là quand même, c'est bizarre. L'acteur ressemblait de fou à Dieudonné, c'était terrible. Et c'est vrai que tu me l'as dit pendant la séance. Donc il revient satisfait et content parce qu'il a réussi sa mission. Et sa chef, qui est donc jouée par Sigourney Weaver, va lui donner une autre mission qui est d'aller chercher un chef impérial dont on ne sait rien. On connaît pas son nom, si ce n'est qu'il s'appelle Coin, enfin je sais pas, on va dire. On va le dire en français. Il s'appelle Coin. L'ancien général Coin. Voilà. Et donc pour avoir des infos, il faut qu'ils aillent travailler avec les Hutt, qui sont donc gérés désormais par deux jumeaux. Donc on les appelle des jumeaux, qui sont les neveux de Jabba le Hutt, de ce que j'ai compris, puisqu'ils sont affiliés, mais c'est pas la descendance directe. Alors attends, je pense que c'est leur frère. Non, je pense que c'est leur frère. Parce que Rota est leur neveu. Oui, tu as raison. C'est donc les frères de Jabba qui sont assis sur le trône. C'est deux masculins. Oui, c'est des caca, ils sont peut-être hermaphrodites. Voilà, on ne sait pas, on ne veut pas savoir qui sont ces gens. Donc deux CGI très moches qui expliquent que ok, on veut bien te dire où il est ce mec-là parce que nous on sait. Parce qu'en fait, il se trouve que pour te donner cette info, il faut que tu ailles chercher notre neveu qui s'appelle donc Rota, qui a été enlevé par l'ordre Janou. Bon, là aussi, très discutable sur les choix de nom. Je sais pas, moi. Bon, ok. Et donc, du coup, il l'envoie en disant si tu vas le sauver, tu nous le ramènes et nous, on te donne les infos, quoi. Alors, au passage, il y a un petit fanservice puisque le Mandalorian, pour faire cette mission, récupère son vaisseau original de la saga qui est le Razor Crest, qu'il n'avait plus en fin de saison 3. Alors, c'est pas son. Alors, en fait, c'est le même modèle. Il lui offre un truc tout neuf, un peu stylé, avec la peinture un peu jaune dessus, il est un peu classe. C'est ça. Alors, de ce que j'ai pu voir, apparemment, le choix a été fait de ce truc-là parce que c'est un. Comment on appelle ça ? C'est en fait, Jon Favreau, il a confirmé qu'il ne s'agit pas exactement du même appareil, mais d'une version récupérée auprès d'un collectionneur. Oui, c'est ça. C'est ce que dit dans le film. Et en fait, ils ont fait un truc un peu hot rod. Ouais, c'est les bagnoles, vous regarderez, on dirait un truc un peu américain. Pour ceux qui aiment les voitures américaines, on dirait une Airstream. Voilà, et c'est inspiré de la passion de George Lucas pour les voitures customisables. Oui, apparemment. Voilà. Ça va totalement avec le truc. Donc, notre ami accepte de partir un peu à contre-cœur sur les traces de Rota, sur la planète qui s'appelle Shakari. Et donc, en fait, il se rend compte que Rota, il est effectivement retenu par Janou en esclavage, mais qu'il est devenu un combattant. Un espèce de gladiateur qui est très connu du public, tout le monde apprécie. Et quand il lui explique qu'il est venu pour le sauver, l'autre lui dit non, moi j'ai pas besoin parce qu'en fait demain c'est mon dernier combat. Il a de la chance au scénario, il est arrivé 3 jours après, c'était fini. Il arrive, il dit demain. Je suis arrivé la veille. C'est fou, c'est quand même toujours bien fait. Il faut toujours être en avance, Emric. Prends ça. tu vois, il faut toujours être en avance. Ça c'est particulièrement dégueulasse. Donc il essaye malgré tout de lui dire mais si, il faut que je te libère. Non, je veux pas que tu me libères. Parce que je vais gagner ce combat et donc je vais pouvoir acheter ma liberté. En gros, avec l'argent que j'ai gagné, je vais pouvoir être libre. Sauf que Mandalorian découvre que Janou est un vilain monsieur et que Janou, il a truqué le combat. Et déjà, moi je fais une parenthèse là-dessus, c'est complètement con comme argument. Parce que... Non mais... Pardon. Parenthèse fermée. Alors ensuite, il se passe ça. C'est vrai que je pourrais m'arrêter là. En vrai, je devrais m'arrêter là. Non mais c'est complètement con parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les combats d'avant, il pouvait mourir quand même. Pourquoi là spécifiquement tu truques ? Enfin, ça n'a pas de sens. Parce que de ce que j'ai compris, parce que
Je vais me faire l'attendre. J'adore L'avocat de Lord Janou. J'adore quand tu fais ça. Son plan était en fait, si je ne dis pas de bêtises, mon client. Ça nous rappelle les souvenirs. Voilà. Alors mon client avait en fait décidé d'endurcir et de faire gagner ce cher Rota afin qu'il devienne très fort et lui donner justement. Il voulait pas qu'il cherche à s'enfuir, donc oui, il l'a gardé dans il l'a entraîné, il l'a fait devenir crotte costaud, voilà. Et la première fois je fais une crotte avec des abdos. Bon, tu verrais les caca que je fais. Non, bref. non, c'est fini. Je quitte cette émission. Non, et voilà. Et plus sérieusement, du coup, il lui. Objection, votre honneur. Merci pour cette défense. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on peut considérer que du coup, en fait, il a truqué jusqu'à maintenant pour lui faire croire qu'il était fort et gagner de l'argent des paris. Ça faisait monter les paris, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Bon, toujours est-il que il lui dit. Ok, Bastien, merci. Non, mais enfin, admettra quand même que c'est pas. C'est très dur de se faire l'avocat du diable d'un mec qui s'appelle Janu. Non, mais clairement. Donc finalement, notre ami Mandalorian se fait lui aussi capturer. Tiens. Au passage, il le capture. Les mecs le désarment, ça leur vient pas à l'idée de lui voler son casque qui vaut 3 milliards. Non, ça on lui laisse. Donc, on respecte. Oui, on respecte. On respecte. C'est que vraiment quand ça arrange, quoi, qu'on respecte. Hein. On respecte. Et donc, ils se réveillent et là, ils rentrent dans l'arène et ils vont devoir se battre à deux contre des créatures plus ou moins surprenantes visuellement. Sachant qu'au départ, ils doivent se battre l'un contre l'autre. Voilà. Et que ça fait exactement ce qui se passait avec Thor et Hulk dans Thor Ragnarok. Hein. Moi, j'ai juste 10 secondes. Une transposition. Et ça dure 10 secondes. Ouais. Parce que évidemment, Mandalorian gagne. Bon, alors que l'autre suffit de s'asseoir dessus, puis c'est fini. Mais finalement, ils décident de s'allier ensemble pour se battre contre les créatures. Vraiment, il y a des créatures. Enfin, j'avais l'impression de voir un épisode de Pokémon, quoi. Il y a des trucs dégueulasses, quoi. Il y a vraiment des créatures qui sont ridicules. Il y a notamment le petit truc électrique, là, qu'on te vend comme attention, elle est petite, elle va être fourbe et tout. Oui, ok, elle lance du courant. Jetez-lui de l'eau, puis c'est une fin de carrière pour c'est une pile. Non, mais globalement, c'est alcaline, quoi. C'est une pile. Donc finalement, ils arrivent. Il aurait pu avoir le petit lapin rose qui arrive. Ça aurait été tellement drôle. Donc ils se battent, ils arrivent à s'en sortir et ils vont s'enfuir parce que il va y avoir un truc de. Ils vont réussir avec ce machin électrique à. Ils vont jeter le truc électrique sur le panneau électrique laser qui du coup court-circuit et voilà. Voilà, donc du coup tout le monde s'enfuit. C'était en fait un fusil de Tchekhov. Tout à fait. Les spectateurs se font manger, tout ça c'est merveilleux. Et donc du coup il se dit, il a capturé Rota, je vais le ramener à ses oncles. À ses oncles. Et là, plot twist incroyable qu'on n'avait pas du tout vu venir dans la mise en scène avec le costume et le bureau qui évoquent un régime totalitaire certain de Janou. Non, mais en fait, juste un mec sympa, quoi. Le mec que tu cherches, c'est lui. Ah, bon, bah alors du coup, on y retourne. Tu cherches Monsieur Coin. Non, parce que le mien, il s'appelle Janus Coin. Voilà, c'est dommage, ils n'avaient pas parlé avant. Il fallait me le dire tout de suite, moi je te l'aurais. Donc ils décident de lui faire confiance, ils retournent pour aller. Ils vont dans la forteresse de Janus Coin. Voilà, et ils vont du coup le récupérer. Et ils vont finir par le ramener jusqu'à leur planète en fait. Alors, je résume, on va vite, mais oui, en fait, finalement, ils retournent à voir la République, ils passent pas par les. Voilà, ils décident les jumeaux, de court-circuiter les jumeaux. C'est un peu lié d'amitié avec ce Hutt qui ne voulait pas devenir comme son caca, son papa. Alors celui-là, il était même pas fait exprès. Ah, c'est terrible. Et donc du coup, il ramène en disant bah voilà, il vient avec nous et on va le faire parler, quoi. Je m'arrête là. On garde le dernier tiers pour. Non mais il faut vraiment le garder pour la fin parce que vous êtes pas prêts, restez jusqu'au bout. Mais clairement. Le dernier va vous surprendre. Tout à fait. La titre de vidéo YouTube, c'était. Du coup, à ce stade, est-ce que tu as quand même des scènes que tu retiens ? Non. Non, mais qu'est-ce que tu veux retenir de ça, mec ? Il y a rien. Allez, attends. Si, la scène d'intro. La scène d'intro est bien, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'elle fonctionne bien. J'aime bien, moi, c'est pas novateur pour un sou, mais j'aime beaucoup ce côté où genre t'as la pénombre et tu vois le héros qui est éclairé juste par les tirs de son flingue. Là, en l'occurrence, c'est les tirs de laser. Ouais, donc, je suis d'accord. Donc voilà, je trouve que ça marche bien. Attends, je réfléchis. Je réfléchis quand même. C'est terrible. On a vu le film il y a 3 jours quand on n'a pas. Non, mais c'est pour ça. En fait, je voulais intervenir tout à l'heure quand t'as dit que t'allais l'oublier dans 3 jours, mais t'as fait non, pas là parce que j'ai le podcast. Je fais franchement, moi, je suis intervenu d'ailleurs. Je le redis. J'ai vraiment failli l'oublier là, avant de venir. Je me dis attends, il s'est passé quoi dans le film ? Là, je venais chez toi en voiture. J'étais en mode attends, il commence comment ? Je suis content d'avoir un résumé. Hein. Ah ouais, vraiment. Non, j'aurais pas pu vous raconter tout ça de tête. C'est terrible. Non, franchement, à part la scène d'intro, allez, j'aime beaucoup l'arc. Gros goût dont tu parleras après.
quand il est dans la forêt. Ouais, on est d'accord. Voilà, j'aime beaucoup ce moment-là. Je trouve que pour le coup, ça marche bien. On parlait de problème de rythme dans le film. Là, je trouve que le film prend son temps, pause, et tu retrouves un peu cette ambiance de la série où tout n'est pas que action tout de suite, en tout cas au début. Donc voilà, mais on va y revenir un peu après. Mais pour l'instant, non, mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En fait, les CGI sont tellement moches qu'il n'y a pas d'épique. Oui, il n'y a rien du tout. La scène des gladiateurs, là, comme ça, c'est ridicule. Oui, ça marche pas. Ça ne marche pas. Personne n'y croit. Puis alors, Janus Coin et son... Si, la scène que je retiens à ce moment-là, tu sais ce que c'est ? C'est quand ils vont chercher Janus Coin dans son château et que tu as son perroquet dégueulasse qui se fait shooter, qui prend une balle perdue et qui explose. C'est le seul truc que je retiens. Voilà. Et non, toi ? moi je retiens l'intro, je suis d'accord. Et une autre scène que j'ai trouvée pas mal, c'est quand il va pour la première fois voir Lord Janu, il arrive dans une espèce de diner. Et pour accéder au diner, tout le monde se bat contre lui. Et là, je trouve que ça ressemble à la série. C'est vrai. C'est-à-dire que d'un coup, c'est quand même un tueur hors pair. Il se sert de ses flingues. Là, l'action, c'est plutôt bien chorégraphié. C'est pas mal. Puis les effets spéciaux sont pratiques. C'est du maquillage. Exactement. Ça, les persos sont stylés. L'autre, il lui coupe la corne et tout. Je trouve que ça, c'est pas mal. C'est vrai. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas mal. Moi, c'est vraiment les deux scènes que je retiens dans la première partie. Effectivement, dans la deuxième, je suis comme toi. On va parler un peu de l'arc Grogu. Donc, une fois qu'il a ramené Lord Janu, lui, il dit maintenant je vais aider notre ami Rota à s'enfuir, puisque Rota ne veut absolument pas retourner auprès de ses oncles, parce qu'en fait il comprend qu'ils lui en veulent, ils veulent l'éliminer pour garder le pouvoir, parce que c'est lui l'héritier légitime du trône, étant le fils de Jabba. Il était où pendant le truc, la série Boba Fett, du coup Rota il était prisonnier. Il était déjà prisonnier de Janu, j'imagine. Je me fais... en tout cas j'imagine, c'est l'explication qui me semble. J'ai pas le souvenir qu'il soit nommé même. Peut-être qu'il est nommé, mais je m'en souviens pas. Après, hein. Je pense que c'est Rodriguez qui est à l'origine de ça. C'est terrible. Et donc du coup, il aide Rota à s'enfuir. Il passe par un trafiquant d'armes. Sauf que le soir, là où ils sont dans une espèce de cabane où il fait réparer son vaisseau par des créatures toutes petites, encore plus petites que bébé Yoda et très mignonnes. Mais tu l'as pas reconnu la créature ? En même temps, je parle des petits qui font tu n'as pas reconnu cette race ? Non. Mais après, je pense, de ce que j'ai compris, tu n'as aucun souvenir de l'ascension de Skywalker. Non. Et voilà. Est-ce que si je te dis le personnage Babou ? Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison. C'est exactement cette race-là. Oui, t'as raison. Il parle exactement de la manière en disant baby tout le temps. Oui, mais oui, quand ils veulent effacer complètement ces 3 PO. Exact. Tu vois, j'avais même pas percuté. Donc voilà, je suis là pour les références, les gars. Viennent avec leur petite trousse à outils, c'est très mignon, et font des réparations parce qu'il faut quand même des moments mignons pour vendre des jouets. Et malheureusement, un chasseur de primes qui s'appelle Embo arrive et va capturer le Mandalorian et avec un filet électrique. Un peu décevant, mais enfin il se fait capturer. C'est un piège à ours électrique. Et donc lui va l'emmener et le livrer aux jumeaux, puisque lui travaille pour les jumeaux. Donc dans le même temps, Grogu il s'appelle les Anzelans, les petites créatures là. C'est le nom de la race visiblement. Vont décider de le poursuivre. Et là déjà, il y a pareil scénaristiquement, comment ils savent où il va. Puisque on ne sait pas qui est à ce moment-là du film. Ils n'ont jamais vu le chasseur de primes avant. Donc, je suis désolé, mais Grogu, il n'a pas l'air d'avoir un niveau de réflexion extraordinaire. Et les 3 petits cons, là, ils ont Objection, pas l'air votre honneur, on influence le jury. Oui, je ne suis pas d'accord. Non, il le dit au moment de le capturer. Il le dit au chien ? Je crois qu'il parle dans son truc et il dit « J'ai capturé le Mandalorian, je vous rejoins sur Shakari ». Pas Shakari, mais la planète de machin. C'est ça, c'est Shakari. C'est la planète Non, Shakari, c'est là où se trouvait Rota. C'est pas la planète des... Ah oui, t'as raison. Mais heureusement que j'ai suivi le film, nom de Dieu. Quel talent. Donc finalement, il arrive là-bas, on le condamne à mort, donc on le jette dans... Ça, c'est vraiment... On lui enlève le casque avant. On lui enlève le casque pour l'humilier, ce qui permet quand même de signifier que Pedro Pascal a le droit de toucher un chèque, puisqu'on le voit porter vraiment. Sa moustache. Voilà, on sait jamais, des fois qu'on ne le reconnaisse pas. Et donc, il est condamné à mort, on le jette, ça c'est vraiment un gimmick qui revient dans le film original. Oui, c'est vrai, il y avait cette scène. On le jette dans un gouffre, il tombe dans de l'eau, et il se retrouve attaqué d'abord par des petites bestioles, puis après par un très gros serpent pas beau, un serpent dragon blanc que moi qui suis phobique des serpents, j'ai trouvé ignoble. Il m'a imité le serpent, excellent, c'est très bien. Non, j'ai juste un truc à dire sur cette scène. C'est pas propre à ce film-là, mais je ne comprends pas la physique. C'est-à-dire, on se met dans le contexte. Ils ouvrent une trappe
parce que comme tout grand méchant, ils ont une trappe là où ils amènent le prisonnier devant eux. À la manière de Luke Skywalker dans l'épisode 6, il tombe. Oui. Il tombe dans un gouffre. Oui. Un gouffre assez profond dans lequel il y a de l'eau. Oui. Il tombe super profond. Oui. Il passe tout le combat à marcher sur l'eau quasiment. Alors, c'est un petit peu expliqué Parole parce à la qu'il marche. En fait, il marche sur des racines. Non, mais t'as vu la taille des racines. Mais je suis d'accord. Il y a 3 racines. C'est impossible. C'est impossible. Et par chance, il arrive à toujours être dessus. Non, je suis d'accord. C'est ridicule. Voilà. Et deuxième chose, sur cette scène, le serpent que tu trouves immonde, moi, niveau effets spéciaux, pour le coup, m'a fait penser à une. Vas-y, dis-moi. À une scène d'un film que j'aime beaucoup. Ok. Un film avec des créatures, machin. L'adaptation de Peter Jackson de King Kong. Alors, ok. Parce qu'il y a. Je l'ai pas vu. Je te fais comment confiance. il s'appelle Serkis. Andy Serkis. Andy Serkis, j'étais pas sûr, merci. Andy Serkis, son personnage en fait se fait bouffer par des espèces de créatures cheloues qui ont une langue qui s'ouvre avec des dents et qui chopent le bras et compagnie. Pour ceux qui ont vu King Kong, vous savez de quelle scène je parle. Et du coup, la gueule du serpent avec ses dents qui bougent un peu bizarrement, etc. Je mime tout, c'est ridicule. C'est tellement drôle. Et du coup, voilà, ça m'a juste fait penser à ça. Donc voilà, c'était les deux choses. Bastien is out. Salut. À ton avis, à quoi ça m'a fait penser moi, ce serpent? Ça m'a fait penser à Harry Potter. Basilic, j'ai pensé un peu. C'est clairement, il ressemble beaucoup au Basilic, sauf qu'il en tout cas, il se comporte comme tel. Exactement. Donc finalement, évidemment qu'il s'en sort. Quand même pas mourir, notre ami. Et il s'en sort grâce à notre ami Grogu. Il s'en sort blessé, non? Il s'en sort blessé, il est mordu, et l'autre lui dit: ah bah c'est super, mais si tu t'en sors, tu vas mourir à cause du poison. Mais Grogu arrive dans des canalisations avec les 3 guignols là, et ils arrivent à le sauver avec des petites bombes qui lui ouvrent un endroit par lequel il s'échappe. Après ça c'était stylé. Et quand il est parti à sa rescousse, cool. Il avait mis sa petite armure, il avait pris les mini bombes et tout. Scène qu'on a. Ça, je trouve ça con. Fallait pas nous le montrer en bande-annonce. Je suis d'accord. Franchement, c'était cette petite scène où il se. Et s'il le montrait pas dans la bande-annonce, de toute façon, il y avait déjà les figurines avec l'armure sortie. C'est pas faux. Donc finalement, il s'enfuit avec ses 4 compagnons là. Il les amène à leur vaisseau parce qu'ils lui disent: on va t'emmener au vaisseau, tu vas partir avec nous. Sauf que le vaisseau, il fait la taille de mon MacBook. Donc évidemment, notre ami Pedro Pascal ne rentre pas dedans. baisse la tête dans le vaisseau. Voilà, et il lui dit: bah vas-y, pars avec eux, salut kid, et moi je vais me débrouiller. Donc il est dans une course un peu désespérée, et évidemment il finit par tomber raide mort, et bien sûr Grogu est resté pour le secourir. Et là on va quand même... je l'avais pas vu venir. Mais on va quand même se dire les choses. Cette séquence là avec Grogu, c'est la seule séquence bien du film. Bien sûr. Parce que on peut pas s'empêcher de voir un parallèle avec l'épisode 5 et avec les marécages où Luke Skywalker fait son entraînement avec Yoda. C'est vraiment un univers qui est proche, c'est un univers, c'est très verdoyant, c'est très marécageux. Ils sont dans une jungle. Ils sont dans la jungle. Il y a un côté où Grogu, il essaye de le sauver, donc il recouvre de feuilles. Après, il construit un espèce d'abri qui est trop petit. Un petit igloo en boue. Voilà, il va voler de la bouffe chez un pèlerin qui habite à côté. Et cette séquence-là, c'est franchement long, on va pas se mentir, ça aurait pu durer, mais ça marche bien. Mais c'est tellement bien. C'est vraiment le moment. Il médite, donc c'est il garde ça, encore des ému. Trucs et tout, et puis ça fait le paternité, tout ça. Mais totalement. Et là, je vais dire ce que je dis à chaque fois. Mais bon Dieu, faites-le mourir. Franchement, faites-le mourir, parce que t'as envie. T'as envie qu'il y ait encore une fois. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir, moi. Mais oui, mais moi dans ma tête je me disais allez ça serait bien, et dans ma tête je me disais mais non Guillaume, c'est un film Disney, y a pas d'enjeu. En fait c'est à partir de quand il allait voler le poisson, j'ai fait le mec va le sauver. C'est ça. Et je trouve ça tellement dommage parce que là encore une fois tu enlèves du poids à tout ce qui se passe dans le film. Il lui donne donc un antidote filé par le paysan à côté là, qui évidemment en 24 heures le remet, le gars il est en 24 mode... 24 heures t'es gentil, en l'espace d'une nuit. Voilà, c'est ça, le gars redevient aussi fort qu'avant quoi. Donc il décide, il retrouve le vaisseau du mec à qui ils avaient filé Rota. Oui, parce que Rota en fait a été capturé aussi. Je sais plus oui, ça je l'ai pas dit, il a été capturé par les frères. Ils vont le torturer pendant des centaines d'années parce que c'est une créature qui peut vivre comme Grogu longtemps. D'ailleurs, ils disent... les Hutt, et c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait sur on ne sait rien de la race de Yoda et de Grogu, ils disent nous les Hutt, on est comme ton copain créature, on vit des centaines d'années. Ça veut dire que dans les Hutt là, ils ont des infos sur cette race que nous on n'a pas. Bien sûr. Ça c'est un peu cool. Oui, c'est sympa, et puis effectivement ils disent au Mandalorian avant de le jeter dans la fosse là de toute façon quand toi tu seras mort, bah bien sûr. Nous, on va s'occuper de ton petit pote. C'est lui qui prendra pour toi. Donc, il décide finalement de ne pas s'enfuir, mais d'aller sauver Rota. Donc là, on a une scène qui est
plutôt sympa où ils arrivent, ils rentrent dedans, il y a un peu de baston, c'est pas très beau, mais c'est un peu rythmé quand même. Jamais très beau dans ce film. Donc c'est pas si mal. Ils arrivent finalement à éliminer tout le monde. Et au moment où Rota va mourir, parce qu'on est dans Disney, il faut que personne meure, Grogu le sauve. Grâce à la force, évidemment, ce qui nous redonne une petite scène avec la force, et bon, pourquoi pas. Et au moment de s'enfuir, ils font appel à leurs amis rebelles qui viennent avec des X-Wing. Et le plan pour s'enfuir, c'est faites tout exploser, on est dedans. Ce qui, sur le papier, me semble un plan douteux. Ce que lui dit d'ailleurs Sigourney Weaver. Tu es sûr ? Il lui dit, mais t'es sûr, vous êtes dedans ? Il fait, ouais, mais on sera sortis. On sera sortis, bien sûr. Et évidemment, ils sortent à l'ultime seconde parce que sinon, c'est pas marrant. Et puis, ils s'évadent. Ils retournent tous à la base des rebelles, enfin de la Nouvelle République, pardon. On apprend que Janou et les jumeaux travaillent ensemble. Ça alors, quelle surprise. Et Rota décide finalement de ne pas s'enfuir et de rejoindre la Nouvelle République pour aider à cette nouvelle cause, et heureusement c'est fini. Absolument. Et si, quand même, petit truc à la fin, un peu mignon en référence à la série, Mandalorian fait conduire le vaisseau à Grogu, c'est un des gimmicks de la série où il veut absolument appuyer sur tous les boutons. Il y a une scène d'ailleurs dans le film où il demande de faire un truc qui fait n'importe quoi. Donc voilà, ça finit sur ça, et on espère on ne les reverra jamais. En tout cas, pas dans ce genre de film. Oui, non, il y a rien d'autre à rajouter, c'était pas bien. On l'a dit, le seul truc qu'on a bien aimé tous les deux, et moi je savais pas si t'avais aimé l'arc avec Grogu dans la forêt. Si, en fait, sur le moment, je trouvais ça un peu long parce qu'en fait, j'avais envie que ça se termine, mais avec le recul, c'est la seule scène que je retenais vraiment. Mais quelque part, je trouve que tu as raison, ça raconte aussi que le film est trop long. Oui. Il est mal monté parce que même cette séquence-là qui est bien, ça dure, je sais pas, j'ai pas calculé, mais ça dure bien 10 minutes. Mais surtout qu'en plus, ils utilisent un peu le montage pour montrer que le temps. Alors, ça aussi, c'est complètement débile parce que du coup, ils ont envoyé toute une partie de leurs troupes à leur course dans la jungle. Le Mandalorian, avant de s'évanouir, arrive à tous se les faire. Et on nous montre par le montage que Grogu reste avec lui pendant au moins 3-4 jours avant de pouvoir commencer à le soigner. Donc, déjà, vraiment, heureusement que c'était une petite blessure, etc. Et il n'y a aucun autre mercenaire qui vient. Jamais. Je crois qu'il y a une scène où on les voit et en fait ils sont cachés sous les fougères, mais c'est le premier jour. C'est ça, ils reviennent jamais. C'est tout, ils ne reviennent jamais. Et la seule fois où ils reviennent, plot twist, c'est quand le mercenaire qui a capturé le Mandalorian au départ va voir le pêcheur, lui dit on sait pas ce qu'il lui dit. Vous avez pas vu une créature Voilà, c'est ça. Et puis après il lui dit, ah ouais, il m'a dit qu'il te cherchait, hein. Ton pote il est empoisonné, bon bah tiens, tu lui donneras cette mixture. C'est pas sûr que ça marche, mais si ça marche, c'est long, hein. Ça a pas l'air bon d'ailleurs. Ça a pas l'air bon, mais bon, bref. Voilà. Bon bah non, c'était pas bien. on est d'accord, c'était pas bien. As-tu autre chose à rajouter, mon cher Bastien ? C'était nul, voilà. J'en ai marre. ça me saoule, j'en ai marre qu'on soit pris pour des cons. Voilà, c'est tout. Je suis assez d'accord avec toi. Donc non, je n'ai rien d'autre à rajouter de plus. On va vous donner rendez-vous dimanche prochain. Pour un épisode extraordinary, man. Voilà. On peut pas vous dire pourquoi, mais vous verrez. Merci à tous de nous avoir écoutés comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine à 18h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, sur Instagram, sur Spotify et un peu partout. On est partout de toute façon. Mais oui, bien sûr. Dans les provinces. On rigole. Oh, quelle horreur, mon Dieu. J'étais obligé. On va s'arrêter là-dessus. Hein. C'est terrible. Allez, merci à tous. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. À la boulette. Je vous emmerde. Je rentre à mon maison. D'accord, faisons comme ça.